Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Arnaud, j'ai effectivement nous rejoint, 9h de moins pour toi, depuis l'atelier BNP Paribas. Bonjour Arnaud, qui a quasiment la coupe du patron de Cambridge Analytica. Sauf que toi, c'est pas en rose, hein, c'est classique, on va dire, au-dessus. T'es d'accord, hein? Merci pour la comparaison. Non, mais attendez, c'est pour ça qu'il faut aussi nous regarder en télé. Vous êtes nombreux à nous écouter en radio, les podcasts, etc., sur BFM Business, mais c'est bien aussi parfois de brancher le pod, de regarder en replay, sur toutes les plateformes, Molotov ou sur le site bfmbusiness.com, pour voir aussi la tête de nos invités et des animateurs de BFM. Trêve de plaisanterie, Arnaud, bienvenue à toi. Voilà, pardonne-moi ce petit joke. Sur les crypto-monnaies, on voulait t'écouter là-dessus ce soir parce que ces cryptos, Bitcoin et compagnie, veulent aujourd'hui s'intégrer très clairement au système bancaire traditionnel. Oui, alors c'est vrai que le mythe Bitcoin, c'est que la crypto-monnaie s'est créée en 2008 en réaction à la crise bancaire et que les crypto-monnaies seraient en opposition avec le système bancaire traditionnel. Et c'est vrai que si le mythe a du charme, la réalité sera peut-être un peu différente. Et en effet, loin de s'opposer au système bancaire, on voit de plus en plus de start-up des services financiers liés à la blockchain et aux crypto-monnaies qui sont là plutôt pour s'intégrer au système bancaire, pour le compléter et donc voilà, vraiment pour s'intégrer avec les banques en fait. Est-ce que tu as pour nous quelques exemples ce soir, s'il te plaît? Oui, alors je pense que l'exemple le plus célèbre, c'est Ripple. Donc c'est l'entreprise qui a été créée en 2012 et qui a une solution de back-office pour le paiement entre les banques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez envoyer de l'argent de France en euros aux États-Unis en dollars, la plupart des banques vont utiliser le système SWIFT. Le problème, c'est que ce système-là, il est assez long. Envoyer de l'argent à l'étranger, ça prend plusieurs jours, de 1 à 5 jours. C'est assez coûteux, ça va coûter plusieurs pourcents de la transaction. Au total, tous les paiements à l'international dans le monde par an, ça coûte 1600 milliards de dollars par an. Et en plus de ça, c'est défectueux puisqu'il y a près de 4% des paiements qui échouent. Et donc Ripple offre une solution basée sur la blockchain. Alors c'est plus rapide, ça se fait instantanément, donc on peut se faire un transfert en 8 secondes. C'est beaucoup moins cher, ça coûte 60% moins cher que le système Swift. Et c'est aussi plus sûr puisque c'est sécurisé par la blockchain. Et c'est vrai que du coup, Ripple c'est un réseau pour les banques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi leur propre token, le XRP, que tout à chacun peut acheter et que c'est aujourd'hui la troisième crypto-monnaie en termes de capitalisation après le Bitcoin et l'Ether. Donc on voit rien que par cet exemple que loin de menacer les banques, les solutions blockchain, y compris en utilisant des cryptos, peuvent plutôt compléter les banques et s'intégrer avec elles en effet. Bon, voilà, donc tu disais, troisième crypto-monnaie après l'Ether et le fameux Bitcoin. C'est toujours les montagnes russes, hein. On montait bien jusqu'à 2-3 jours et puis on reprend un petit peu le bouillon là depuis 24 heures sur ces crypto-monnaies. Alors c'est intéressant de t'écouter là-dessus sur les banques. C'est intéressant d'abord pour les banques, hein, c'est très B2B. Est-ce que tu as des exemples aussi pour nous, s'il te plaît Arnaud, d'applications consommateurs, un client final? Oui, alors du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs fintech, donc startups des services financiers, qui vont permettre de reconnaître la valeur de ces crypto-actifs, parce qu'on parle de crypto-monnaie, mais en fait, avec une telle volatilité, c'est plutôt des actifs, une classe d'actifs, et donc des fintech qui veulent reconnaître la valeur de ces actifs-là pour permettre à leurs propriétaires d'obtenir des prêts bancaires, donc des prêts assez classiques, parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui ont investi toute leur épargne en crypto, donc notamment en Bitcoin et autres, et le seul problème, c'est que du coup, ils n'ont pas forcément accès aux prêts bancaires classiques parce que les banques ne reconnaissent pas la valeur de ces cryptos et qu'ils ont du coup pas forcément assez pour être jugés solvables par les banques, ou sinon ils doivent revendre leurs cryptos pour payer, pour avoir un acompte, etc. Et le problème, c'est que certains préféreraient garder en fait ces cryptos-là. Bitcoin du coup a pas mal chuté en 2018, mais entre 2016 et 2017, il a gagné 700%. Donc beaucoup auraient préféré pouvoir garder ces actifs crypto-là. Et donc concrètement, en fait, il y a plusieurs startups, donc BlockFi, Southlanding, CoinLoan, Nexo, qui arrivent et qui disent, nous, on reconnaît ces actifs en crypto, on les prend en caution et on vous permet d'avoir un prêt bancaire. Donc du coup, une fois qu'on a fini de payer ses échéances de son prêt, on peut récupérer ces crypto actifs. Et donc là, en effet,
c'est une bonne solution pour pas mal de personnes qui veulent du coup un peu avoir l'argent du beurre en euros et puis le beurre en euros et l'argent du beurre en crypto, pardon. Si on reste sur la blockchain encore quelques instants, Arnaud, si tu le veux bien, et dans ces services, là, ces startups qui s'intègrent au système traditionnel, est-ce que tu as d'autres exemples qui arrivent déjà là pour le consommateur que nous sommes? Oui, alors du coup, il y a un autre exemple qui me paraît intéressant. Vous savez qu'aux États-Unis, on utilise pas mal de cartes de crédit qui sont quand même assez différentes de nos systèmes de cartes de débit en France. Et pas mal de ces cartes de crédit aux États-Unis offrent des avantages, des remises. Par exemple, la carte de crédit Amazon avec Chase donne 5% de remise quand vous dépensez sur Amazon. Donc les marques font ça pour gagner en fidélité et les banques pour gagner en attractivité. Et il y a une start-up qui s'appelle Blockwise qui a pour projet justement d'offrir une carte de crédit classique, de paiement en dollars, en l'occurrence assez classique, mais avec des remises en crypto, donc notamment pourquoi pas avec des bouts de Bitcoin et d'Ether. Et donc du coup, voilà, c'est un exemple assez intéressant parce que même si on récupère ne serait-ce qu'1% en Bitcoin plutôt que 5% avec Amazon, vu que le Bitcoin peut aussi s'envoler, ça peut valoir plus que les 5%. Donc c'est aussi une bonne manière d'attirer certains types de clients. Et du coup, on voit vraiment bien que les crypto-assets, les crypto-actifs peuvent très bien cohabiter avec les services bancaires traditionnels. Ouais. Ok, donc ta conclusion là-dessus, là, sur ce que ça peut nous donner, est-ce que c'est du test and learn, comme disent les Américains, ou là, on est à l'aube d'une forme de révolution? Oui, je pense que c'est vraiment. Bon, on est encore en effet sur les test and learn, même si les fintechs que je vous ai cités qui permettent de prendre les cryptos en caution pour vous offrir des prêts classiques, on commence à lever plusieurs millions. Mais mon analyse, c'est que l'histoire se répète. En fait. Si vous vous souvenez bien, un certain Elon Musk, à ses débuts, voulait aussi disrupter le système bancaire avec PayPal. Et au final. Aujourd'hui, PayPal est basé sur le système bancaire. Chaque fois que vous utilisez PayPal, votre banque, elle fait de l'argent. Et au point que Elon Musk, maintenant, il préfère plutôt essayer d'aller conquérir Mars que de changer le système bancaire. Et en fait, toute l'histoire des fintechs, donc bien avant le Bitcoin, c'est plutôt l'histoire, en effet, d'innovations qui sont intégrées, absorbées par le système bancaire, par les banques, plutôt que l'inverse. Et donc en effet, je pense que peut-être un des sens de l'histoire, ça serait que la blockchain, les cryptos et peut-être même les ICO fassent plus partie du paysage bancaire traditionnel plutôt que de s'opposer à lui, puisque finalement les banques aujourd'hui sont les premières entreprises en tout secteur confondu à utiliser la blockchain. Et c'est vrai que la seule chose qui empêche en effet d'avoir plus d'activités bancaires directement liées aux cryptos, c'est la régulation. Mais là, on voit aussi que ça avance et parfois des banques prennent les devants. Il y a Goldman Sachs qui a déjà recruté des crypto-traders pour voir peut-être d'avoir un bureau en ce sens-là. Donc finalement, en effet, le mythe du Bitcoin contre les banques va pas être vraiment celui-là. Si Goldman il va là-dessus, c'est qu'il y a un coup à jouer, a priori. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud, j'ai l'atelier BNP Paribas depuis San Francisco. On est là tous les soirs. Le Grand Live du numérique démarre en radio, en télé, à 20h.